Très heureuse de vous retrouver. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, bienvenue. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition du mardi 23 février 2016. La 6e réunion du Conseil des ministres, c'était ce matin au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et en Syrie, un accord pour un cessez-le-feu entre Washington et la Russie. Les détails dans ce journal. Bonjour. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a présidé ce matin la 6e séance du Conseil des ministres. Plusieurs textes et lois ont été examinés et approuvés, dont notamment un projet de loi portant code des médicaments et de la pharmacie, mais également un projet de loi portant création de l'Agence nationale de coordination de la réponse au VIH/SIDA, paludisme et la tuberculose. Je vous propose d'écouter un premier extrait du porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 6e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 février 2016. Étaient inscrites à l'ordre du jour 9 questions. La première question concerne un projet de loi portant code des médicaments et de la pharmacie. Ce code est un répertoire de textes régissant le médicament et la pharmacie. Au vu du développement du secteur de la santé ces dernières années, ainsi que du secteur pharmaceutique, il est apparu plus que nécessaire la mise à jour de l'arsenal juridique afin d'accompagner cet élan. Il s'agit entre autres des textes nécessaires à l'enregistrement des médicaments pour garantir la qualité de ces mêmes médicaments entrant sur notre territoire et ceux établissant les normes des établissements pharmaceutiques. Ce code consolidera l'arsenal juridique déjà en place pour mieux lutter contre les contrefaçons des médicaments et la circulation des produits illicites et d'autre part la reconnaissance mutuelle des enregistrements sous-régionaux de médicaments. La deuxième question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale de coordination de la réponse au VIH/SIDA, paludisme et tuberculose. La création de l'agence répond à l'impératif de redéfinir l'ancrage institutionnel afin de restructurer et de redynamiser la multisectorialité de la réponse face à une absence de coordination, une chute des indicateurs ou un épuisement des financements. La réponse devant être multisectorielle, un ancrage sous la tutelle de la primature permettrait d'assurer l'arbitrage entre tous les acteurs contribuant à mieux garantir la réussite de cette agence dans sa mission de coordination. Cette agence aura le statut juridique d'un établissement public à caractère administratif avec une autonomie de gestion administrative et financière. Ce nouveau système managérial plus adéquat permettra aussi de mobiliser les ressources financières nécessaires et d'améliorer les résultats liés à la performance. Cette agence sera la structure d'harmonisation et de création d'une synergie des interventions par rapport aux réponses aux 3 maladies prioritaires. Également dans le Conseil des ministres, des projets de décret et des nominations et d'un projet portant approbation du plan de secours spécialisé de l'aéroport international d'Ambouli. Je vous propose à nouveau d'écouter le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de décret portant approbation du plan de secours spécialisé de l'aéroport international de Djibouti. Ce plan a pour objectif de fixer l'organisation de secours et le sauvetage des vies humaines en cas d'accident survenant à l'aéroport ou dans son voisinage immédiat. Ce plan définit les procédures pour la coordination des différents intervenants, dresse l'inventaire des moyens en hommes et en matériel engagés par les services publics et privés. Des exercices réguliers sont conduits par le comité de secours de l'aéroport international de Djibouti et ce plan va renforcer ces actions par l'apport de moyens appropriés. La quatrième question est relative à un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat. Madame Amina Ahmed Abdallah, magistrate, conseillère à la Cour d'appel, et Monsieur Mohamed Abdallah Ali, conseiller à la Cour suprême, sont agréés pour l'exercice de la profession d'avocat de par l'expérience cumulée au sein de différentes juridictions dans lesquelles ils ont servi. La cinquième question concerne un projet de décret portant nomination du directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. M. Mustafa Mohamed Ismail est nommé directeur de l'agence. Il jouit d'une solide expérience dans les nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Il a déjà occupé les fonctions de responsable des services Internet de Djibouti, Télécom et de directeur du projet e-Government. La 6e question concerne un projet de décret portant nomination d'un conseiller technique du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, M. Mohamed Hassan Mohamed, technicien de première classe et 4e échelon du corps de l'équipement et des travaux publics, est nommé conseiller technique du ministre des Affaires musulmanes. La 7e question est relative à un projet de décret portant nomination d'une inspectrice générale, administrative et financière à l'inspection générale des services de santé, au ministère de la Santé. Madame Deqa Esman Aden, administratrice civile de 2e classe, 1er échelon du corps de l'administration générale, est proposée au poste d'inspectrice administrative et financière à l'inspection générale des services de santé. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant octroi de gisement de calcaire à la cimenterie d'Ali Sabié. La concession provisoire des sites de gisement de calcaire répertoriés et délimités dans l'arrêté numéro 2009-905 présidence par ministère de l'Énergie du 19 décembre 2009 est accordée donc à la cimenterie d'Ali Sabié ses droits d'exploitation de ces sites tout en respectant le code de l'environnement. En fin de séance, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a fait rapport au Conseil sur les Jeux nationaux de la jeunesse. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil des ministres sur le dialogue politique entre la République de Djibouti et l'Union européenne qui s'est tenu au ministère des Affaires étrangères le 20 février 2016. Autre actualité nationale dans ce 15h, c'est la coopération djibouto-saoudienne au centre des travaux de la première commission mixte réunissant les hauts responsables de ces deux pays. Explication avec Hamza Mohamed. Se sont ouverts ce matin à l'Institut des études diplomatiques les travaux de la commission mixte djibouto-saoudienne de coopération. Travaux qui sont conjointement présidés côté djiboutien par le secrétaire général de la primature Negib Abdallah Kamil et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Mohamed Ali Hassan et côté saoudien par le secrétaire général du ministère du Transport, l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain. Tous les domaines de coopération portant sur les appuis financiers, l'investissement, l'éducation, la santé, l'énergie, les transports et les communications, la culture et le pèlerinage, la construction d'infrastructures au profit de la jeunesse et le sport seront tous abordés au cours de ces travaux. Les concertations se poursuivront 3 jours durant et seront clôturées par la signature d'un procès verbal jeudi. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a tout d'abord souhaité la bienvenue à la délégation saoudienne conduite par l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain. Il a ensuite souligné l'importance de cette réunion. Le secrétaire général du ministère saoudien du Transport, l'ingénieur Faisal bin Ali Al-Zain, a remercié pour sa part le gouvernement djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation, rappelant l'excellence des relations existantes entre les deux pays. Des pays arabes voisins, partageant la même culture et la même religion, ayant une histoire commune, il s'est déclaré persuadé que ces travaux seront pleinement réussis et permettront d'évaluer réciproquement le soutien et l'apport que chaque pays à l'autre à la lumière notamment de ce qui s'est produit actuellement au Yémen. Le secrétaire général de la primature, Negib Abdallah Kamil, a pour sa part évoqué l'état d'avancement des projets financés par le Royaume d'Arabie Saoudite et placés sur un fonds dirigé par la primature. Je tiens à vous remercier chaleureusement, mesdames et messieurs de la délégation saoudienne, pour toute l'insistance et le soutien indéfectible que le Royaume d'Arabie Saoudite apporte à l'égard de notre pays depuis son accession à l'indépendance à travers de différents projets socio-économiques. D'une grande importance pour nous porte sur plusieurs projets d'accords spécifiques aux différents départements du gouvernement et symbolise notre lien d'amitié profondément ancré. D'autre part, je tiens à rappeler que le programme d'investissement national PIN, qui est sous l'emplacement institutionnel de la primature, constitue un atout considérable car il repose sur la volonté et le soutien politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
En effet, ces programmes qui bénéficient d'un soutien financier et technique du Royaume de l'Arabie Saoudite à hauteur de 50 millions de dollars et d'autres partenaires arabes est principalement orienté vers la lutte contre la pauvreté. Une exposition de vernissage s'est déroulée hier soir à l'Institut français Arthur Rimbaud. Idrissa Doïta nous en dit plus également. L'exposition Passage est l'événement culturel majeur de ce début d'année à l'Institut français. Un vernissage de l'exposition intitulée Passage était organisé hier en présence de l'artiste et de nombreuses personnalités, dont Mme Asna Barkat Daoud, ministre de la Promotion de la Femme et du Planning Familial, et M. Christophe Guilou, ambassadeur de France. Plus d'une centaine de personnes ont ainsi pu découvrir une série de portraits de Djiboutiennes et Djiboutiens. L'artiste Thomas Dreyfus, qui trouve l'essentiel de son inspiration à Djibouti, présente une série de portraits de Djiboutiennes et Djiboutiens. Né en 1974, Thomas Dreyfus vit, travaille et expose régulièrement en région parisienne. Après des études d'histoire et d'archéologie à l'université Paris 1, il suit un cursus d'art plastique afin de mettre sa théorie en perspective. Depuis plus de 10 ans, il enseigne les arts plastiques aux jeunes migrants. Il pratique aussi bien les dessins que la peinture, essentiellement dans une veine figurative. Dreyfus réalise des œuvres colorées avec des touches larges et épaisses. Illustrant le plus souvent des personnages isolés, l'artiste met en valeur les émotions des corps et des visages. Dreyfus l'affirme, la peinture est une fenêtre sur sa propre histoire. L'histoire est celle en train de se faire. Cette soirée est un peu particulière pour moi parce que ça fait très longtemps que je voulais exposer en Afrique et symboliquement c'est important pour moi d'être à Djibouti aujourd'hui parce que ça fait partie de mon sujet de travail depuis une quinzaine d'années et je suis très heureux d'être reçu à l'Institut français aujourd'hui et de pouvoir vous présenter mes œuvres. Alors c'est un message et l'exposition s'appelle Passage. Donc moi je viens à Djibouti, donc ce que je vous disais depuis une quinzaine d'années. Et mon travail est un travail qui se joue sur le contraste et le contraste aussi entre l'environnement djiboutien et la vie que j'ai, je suis parisien, et la vie que j'ai à Paris. Et j'essaie de mettre en relation dans mon travail justement ces deux environnements, à la fois des personnes qui vivent à Djibouti et un environnement qui m'est plus propre, qui est un environnement de vie citadine. Son regard et sa peinture s'enrichissent de ses séjours à Raïsali, où résident ses proches. Les êtres qui y côtoient, leurs valeurs et leurs trajectoires nourrissent son travail artistique qui s'est organisé autour de multiples contrastes. Progrès et nature, modernité et tradition, humanité et animalité, Afrique et Occident. Sur cette relation, on a une maison ici à Raïsali depuis longtemps et donc j'ai appris, tous les gens qui sont présentés ici ce soir sont des personnes que je connais, avec qui j'ai grandi depuis une quinzaine d'années et donc voilà, j'ai une relation particulière avec eux. Ce sont des Djiboutiens et qui sont rentrés, qui voyagent aussi à travers mon travail. L'Institut français de Djibouti accueille ainsi un artiste et des œuvres qui incarnent les échanges culturels sans cesse revisités entre la France et Djibouti. J'invite donc les Djiboutiens à aller voir de plus près à ce vernissage qui s'appelle le Passage. Ça se passe à l'IFAR. Autre actualité nationale dans cette édition du 15h également, c'est une réunion de concertation sur les remboursements des sommes octroyées par la Caisse populaire d'épargne et de crédit des régions Nord, les capacités de financement des projets soumis par les jeunes, le soutien au secteur de la pêche, s'est déroulé hier à Tadjoura-Ville. Cette réunion d'évaluation de la situation des fonds alloués à la CPEC des régions Nord se déroule tous les 3 mois environ. La rencontre s'est déroulée en présence du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional Hassan Hussein, ainsi que les responsables de la caisse d'épargne et de crédit des régions Nord, à savoir la présidente du conseil d'administration et également députée Ouma Mohamed Hamid, son vice-président Ali Hamad Hassan et Abdallah Hamad, directeur de la microfinance. Cette rencontre a regroupé les bénéficiaires des microcrédits au sein de la CPEC Nord, Tadjoura. Ceux-ci ont été sensibilisés sur les différents produits financiers qu'offre la CPEC Nord et sur l'opportunité d'utiliser la caisse pour mettre en lieu sûr leur économie. En fin de réunion, les partenaires de la CPEC ont évoqué la nécessité d'augmenter la capacité de financement de ce fonds. Nous avons pas mal de projets qui sont en cours pour faire sortir surtout les jeunes
qui chôment de la pauvreté, les jeunes diplômés. Et nous avons prévu aussi pas mal de formations pour les femmes qui veulent exercer des activités de revenus génératrices. Nous avons aussi les projets de la pêche en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Nous remercions les préfets de la région pour son soutien actif toujours dans la région et les conseils régionaux, ainsi que les présidents de la République toujours à nos côtés pour le développement de la région et bien sûr sans oublier la Première Dame. Nous remercions vivement la Première Dame, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïf. Les responsables de la CPEC des régions Nord ont par ailleurs rencontré des jeunes qui souhaitent que leur projet soit financé. Ils ont été informés de l'existence d'un crédit destiné aux jeunes diplômés alloué par le Fonds de développement de Djibouti. Certaines conditions sont à remplir pour bénéficier de ces aides financières. Enfin, une rencontre a eu lieu avec les pêcheurs qui ont été sensibilisés sur les opportunités offertes dans le cadre d'un projet de financement par le Fonds de développement agricole des Nations Unies, la FIDA. Cette dernière rencontre a permis de motiver les hommes de la mer que sont les pêcheurs, mais surtout de donner à ces derniers les moyens d'exercer leur métier dans des meilleures conditions. Et nous restons toujours dans le nord du pays, où une réunion portant sur les conséquences qui résultent de l'afflux massif des réfugiés et des migrants économiques dans notre pays s'est tenue hier à Tadjouraville, mais aussi à Obok. Cette rencontre a été prise à l'initiative de l'Organisme international des migrants, l'OIM, qui a conduit une délégation représentant les organismes et pays qui soutiennent l'agence onusienne. Cette rencontre a également vu la participation des responsables administratifs et sécuritaires de la ville blanche d'Obok et de Tadjoura, à savoir tous les secteurs concernés par la problématique posée par les migrants et les réfugiés. Au cours de ces rencontres, toutes les parties ont échangé leurs points de vue et des explications ont été fournies. L'on a abordé diverses questions liées à la sécurité, à la santé, mais aussi l'hygiène et la question du profit que certains hommes tirent de la détresse d'autres. Le préfet de la région du Nord, à savoir Abdelmalik Mohamed Onoïta et Hassan Dabali Ahmed ont tout pris part à ces réunions. L'actualité à l'étranger maintenant, avant d'y passer, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les gendarmes de la brigade Ali Sabi ont mené une opération dans le secteur des Skoutir. Au cours d'un contrôle routier, les gendarmes ont découvert dans un véhicule de marque Land Cruiser une marchandise de 4 de contrebande composée de 7 colis de 4 contenant chacun 200 bottes de 4 chacun, d'une valeur marchande d'1 575 000 francs Djibouti. Ces marchandises ont été transportées par des contrebandiers qui ont contourné la frontière de Galilée en vue d'échapper à la taxe douanière. Une fois le poste de contrôle passé, les marchandises ont été embarquées à bord de ce véhicule, à destination de la capitale bien sûr. L'intégralité de la marchandise a été détruite par le feu et le véhicule ayant servi au transport de celle-ci a été immobilisé. Les 3 personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes, puis écrouées à la prison civile de Gabon. Actualité à l'étranger maintenant concernant la crise syrienne. Washington et Moscou se sont entendus pour relancer le processus de négociation entre les représentants du régime et l'opposition. Explication dans son reportage. C'est un nouvel espoir de paix pour la Syrie. Washington et Moscou ont trouvé un accord de cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur samedi. Cet accord a été annoncé après un entretien téléphonique entre Barack Obama et Vladimir Poutine. La Russie a été à l'initiative de cette conversation, mais l'intérêt était assurément mutuel, a précisé le président russe lors d'une allocution télévisée. Au cours de cet entretien, nous avons formalisé les déclarations conjointes de la Russie et des États-Unis en tant que co-président du groupe international de soutien à la Syrie.
Moscou fera le nécessaire pour que le régime de Damas respecte l'accord de cessez-le-feu, a assuré le président Poutine, qui appelle les États-Unis à faire de même avec leurs alliés. Mais Moscou a continué à envoyer hier soir et ce matin ses avions bombardiers pour frapper les positions de la rébellion armée, entraînant mort et destruction. À Washington, le porte-parole de la Maison-Blanche s'est montré prudent après cette entente. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles et qu'il y aura sûrement de revers. Cela fait des années que nous essayons de trouver une solution diplomatique aux nombreux problèmes qui affectent cette nation qui a éclaté en morceaux, a-t-il déclaré. L'accord entériné par les Russes et les Américains et qu'on veut imposer à l'opposition syrienne n'inclut pas les fronts al-Nusra jugés alliés à Al-Qaïda ni les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est cette justification qui autorise les Russes à poursuivre leur aide meurtrier contre les Syriens. Le prix du brut ne cesse de chuter. Avec l'entrée sur le marché de la production iranienne, le prix du baril de brut a connu une nouvelle chute hier. Il est repassé sous la barre des $30 et vendu à 29 cents 90. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, les pays exportateurs de l'OPEP tentent de se mettre d'accord sur une réduction de leur quota de production. Le président nigérian Muhammadu Buhari doit discuter de cette question avec le roi d'Arabie Saoudite. Explication avec la Assoui. Le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu en Arabie Saoudite cette semaine pour des entretiens avec le roi Salman Ben Abdelaziz. Il s'agira de trouver des moyens de stabiliser les prix de brut, a déclaré un porte-parole du gouvernement nigérien. Le ministre d'État nigérien pour le pétrole et le directeur général de la compagnie nationale nigérienne de pétrole accompagneront le président. Les efforts déployés par le Nigeria et d'autres membres de l'organisation de pays exportateurs de pétrole pour atteindre une plus grande stabilité du prix de brut devraient être en tête de liste de discussion. Le prix mondial du pétrole a atteint son pic en 2014. Depuis lors, le pétrole qui a présenté les 2/3 de recettes gouvernementales nigériennes a chuté de 70%. Une baisse qui a plombé la croissance économique du Nigeria et sa monnaie, le Naira. Le président Muhammadu Buhari a déjà reconnu que la chute des prix du pétrole a un effet pénible sur l'économie du pays, mais il a refusé d'évaluer le Naira, la monnaie nigérienne, pour éviter d'affecter les pauvres. Le président nigérien se rendra ensuite à Doha pour discuter de la stabilité des prix de pétrole avec le souverain du Qatar. C'est tout pour cette édition de ce 15h. On reste avec nous. Bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes focus d'Idriss Adrita. Le ministre de l'Intérieur, son Excellence, M. Hassan Omar Mohamed, communique que les opérations de distribution des cartes électorales débuteront le samedi 13 février 2016. Le préfet de Djibouti-Ville et ceux de région sont chargés de cette opération. Les cartes électorales seront disponibles dans tous les arrondissements, les chefs-lieux de région et dans les sous-préfectures et pourront être retirées matin et après-midi. Le ministre invite tous les électrices et tous les électeurs djiboutiens de récupérer leurs cartes électorales. Dépêchez-vous, du 23 février au 8 mars de 7h30 à 13h et de 16h à 20h, les soldes envahissent le rayon bazar de votre magasin Cash Center. De l'art de la table au linge de maison, en passant par les jouets, vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à moins 70%. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncé, c'est Mixa.
Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. Idriss Saadel m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Idriss. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et pour ce focus, qu'est-ce que tu nous as préparé au tout début? Dans tout premier, c'est l'Iran, peine de prison allégée pour un jeune cinéaste qui sera fouetté. Une cour d'appel de Téhéran. Et nous allons commencer ce focus où la cour d'appel de Téhéran a allégé la peine de 6 ans de prison ferme à l'encontre d'un jeune cinéaste iranien. Idriss. Kewan Karimi pour insulte contre les valeurs sacrées, mais maintenu sa condamnation à 223 coups de fouet. J'ai été informé que 5 des 6 ans de prison ferme de ma peine ont été transformés en sursis, mais que je dois aller 1 an en prison, recevoir 223 coups de fouet et payer une amende de 20 millions de réals, soit 570 $, affirme le cinéaste dans ses mails. Il ajoute que cette peine est définitive, qu'il va l'accomplir et n'a pas l'intention de quitter l'Iran. Il dit juste espérer pouvoir obtenir un délai de quelques semaines avant d'être incarcéré, ce qui lui permettrait d'être auprès de sa mère jusqu'à la fin de sa chimiothérapie et de finir de tourner son dernier film. Début décembre, quelques 130 cinéastes iraniens avaient écrit une lettre de soutien à Kewan Karimi, se déclarant choqués pour sa condamnation en première instance et espérant qu'en appel il serait acquitté. Parmi les signataires figuraient le réalisateur Jafar Panahi, qui a obtenu l'Ours d'Or du dernier festival cinématographique de Berlin, pour son film Taxi, tourné clandestinement à Téhéran, malgré l'interdiction de filmer imposée au réalisateur par les autorités iraniennes. Kewan Karimi, musulman sunnite originaire du Kurdistan iranien, semble avoir été condamné pour des scènes d'un film documentaire consacré au graffiti politique sur les murs de Téhéran, intitulé « Écrire sur la ville ». Avant la lettre des cinéastes iraniens, une campagne internationale de soutien à Kewan Karimi avait été lancée, à laquelle ont participé de nombreux cinéastes français, italiens et espagnols. Kewan Karimi rejoint la trop longue liste des artistes, journalistes et citoyens condamnés par l'Iran au mépris de la plus élémentaire liberté d'expression ou de pensée, avait écrit en octobre dans un communiqué les cinéastes français de l'association des auteurs, réalisateurs, producteurs. Et pour le second temps, un train déraille dans l'est des Pays-Bas. Un mort et 10 blessés, Idriss. Un train de passagers a déraillé mardi ce matin en pleine campagne dans le nord-est des Pays-Bas après être entré en collision avec une nacelle élévatrice, faisant un mort et 10 blessés, a annoncé le maire de la ville près de laquelle l'accident a eu lieu. La collision a eu lieu vers 8h45 à proximité de la ville de Dalsen, à environ 40 km de la frontière allemande. Selon les informations que nous avons en ce moment, il est question d'un mort, a déclaré le maître Hamhoten à la télévision publique néerlandaise. Il a aussi indiqué que 10 personnes avaient été blessées, mais qu'aucune ne se trouve dans un état critique. Il n'y avait pas trop de passagers dans les trains, à savoir entre 10 et 15, a ajouté le maire. Utilisé surtout par des navettaires, c'est un train qui est souvent plein les soirs, mais relativement vide les matins. Selon un témoin oculaire interrogé par la télévision néerlandaise, la nacelle élévatrice montée sur des chenilles en caoutchouc traversait les voies à vitesse très réduite lorsque le train est arrivé. Le train constitué de 4 wagons effectue un trajet entre les villes de Zwolle et de Imam dans le nord-est du pays. Idriss, une petite question avant de nous séparer. Vu que tu étais hier soir notre reporter à l'IFAR pour l'exposition vernissage, je voudrais juste que tu nous précises jusqu'à quand vont se dérouler cette exposition IFAR. Et ce petit rappel pour les Djiboutiens, ce vernissage de l'exposition du peintre à l'IFAR sera exposé jusqu'au 26 février et nous invitons donc les Djiboutiens à aller voir ces tableaux qui sont jolis et qui se dessinent très bien les formes des Djiboutiens. Merci Idriss. Donc c'est une invitation. On exhorte les Djiboutiens à aller voir de près ce vernissage. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Je remercie également au passage toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui réalisent tous les jours ces bulletins d'information. À très vite, Inch'Allah. Portez-vous bien. Bye bye.